La question à laquelle je dois répondre aujourd'hui est la suivante. De quoi la fièvre nocturne est-elle le nom? Assez instinctivement et de façon pragmatique, la fièvre nocturne, c'est le nom d'un symptôme qu'on va retrouver dans diverses pathologies, comme des maladies infectieuses, comme des cancers, que ce soit des tumeurs hématologiques ou des cancers solides, dans des maladies de système, dans des fièvres inflammatoires, dans des réactions médicamenteuses. Et de manière encore plus instinctive, si on me posait la question à 2 heures du matin quand je suis de garde, un patient qui a une fièvre nocturne depuis longtemps, je vais me dire endocardite, tuberculose, lymphome. Et en parlant de lymphome, c'est intéressant parce que quand vous reprenez l'histoire, on fait à tous les patients qui ont un lymphome un bilan d'extension. Et ce bilan d'extension, il a été défini en 1971 à la conférence d'Ann Arbor dans le Michigan aux États-Unis, où on utilise la présence ou pas de signes qu'on appelle les signes B. Et ces signes B, c'est l'amaigrissement, dont on ne parlera pas aujourd'hui, c'est la fièvre et les sueurs nocturnes. Et donc la question à laquelle je vais plutôt essayer de répondre aujourd'hui en prenant l'exemple du lymphome, c'est pourquoi les patients qui ont un lymphome peuvent se présenter avec de la fièvre et des sueurs nocturnes. On va y répondre en deux parties. La première partie, c'est pourquoi ces patients ils peuvent avoir de la fièvre et pourquoi ils peuvent avoir des sueurs. Et la deuxième partie, ça va être en parlant spécifiquement des sueurs, parce que ce n'est pas vraiment un problème de fièvre nocturne, c'est surtout les sueurs qui surviennent la nuit, et les patients qui vont vous signaler qu'ils se réveillent avec le drap trempé. Alors, la première partie, c'est pourquoi chez ces malades, il y a de la fièvre et il y a des sueurs. Pour comprendre ça, il faut revenir à de la physiologie de régulation de la température corporelle. Et la température corporelle, c'est une variable physiologique qui va être constante normalement chez tous les êtres humains. Et si vous prenez quelqu'un, que vous le mettez dans une pièce fermée avec un air sec, un environnement contrôlé, que vous faites varier la température autour de lui, vous pouvez la faire varier de 13 à 55 degrés. Et si vous mesurez sa température à lui, vous allez vous rendre compte qu'elle varie extrêmement peu et qu'elle va être à peu près constante entre 36,7 on va dire, et 37. Ensuite, cette régulation très fine de la température corporelle, elle implique premièrement que le corps arrive à sentir la température extérieure. Sentir la température extérieure, il le fait par la peau, il y a des thermorécepteurs dans la peau. Et puis deuxièmement, il y a une zone spécialisée dans l'hypothalamus antérieur qui s'appelle la zone préoptique. Et dans cette zone préoptique, il y a des neurones qui vont décharger des potentiels d'action plus vite quand le sang à leur contact est chaud, pour faire un peu plus simple, et des potentiels d'action plus lents quand le sang à leur contact est plus froid. Une fois que le corps a compris, que la zone préoptique dans l'hypothalamus antérieur a compris quelle température il faisait à l'extérieur, il va y avoir la mise en jeu de mécanismes effecteurs pour ajuster la température corporelle. Ces mécanismes effecteurs, c'est premièrement, s'il fait trop froid, la mise en jeu de thermogénèse chimique, ça se fait principalement au niveau de la graisse brune, et ça va être une production d'adrénaline et de noradrénaline qui vont permettre de dévier les réactions chimiques vers la production unique de chaleur et non plus d'ATP. Deuxièmement, les mêmes médiateurs, adrénaline et noradrénaline, ils vont faire une vasoconstriction cutanée, où on diminue la quantité de sang qui passe au contact de la peau pour essayer de diminuer le froid. Troisièmement, c'est la chair de poule, c'est-à-dire que les poils se hérissent, on essaie d'enlever l'air qui va se renouveler au contact de la peau pour limiter la perte de chaleur. Et quatrièmement, c'est les frissons, et ça vous le savez, c'est les contractions involontaires répétées de muscles striés, dont le but est la génération de chaleur. Au contraire, s'il fait trop chaud, ce qui va se passer, c'est premièrement une inhibition de ce dont on a parlé avant, c'est-à-dire la thermogénèse chimique. Deuxièmement, une vasodilatation. Et dans les zones qui sont extrêmement exposées au milieu extérieur, il y a des anastomoses artério-veineuses dans les mains, dans les pieds, dans les oreilles. Et la peau peut recevoir jusqu'à 30% du débit cardiaque pour permettre d'évacuer de la chaleur. Et dernièrement, et là on revient à la question qu'on a posée initialement, il y a les sueurs. Et les sueurs, en fait, c'est de la libération d'acétylcholine au contact des glandes sudoripares, et ces glandes sudoripares, elles vont augmenter leur production, et par ce biais, on va avoir une évacuation de chaleur. Et donc, notre patient qui a de la fièvre et des sueurs, en fait, la fièvre, c'est vraiment une augmentation de la température corporelle. Alors, pourquoi ils vont avoir de la fièvre? Une première idée, ça serait, et ça a été montré, c'est probablement pas le mécanisme le plus fréquent, c'est qu'il y a des cellules lymphomateuses qui se sont mises dans l'hypothalamus antérieur et qui vont créer un faux stimulus de température élevée. Et le corps, par réflexe, et c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que les sueurs, elles viennent après la fièvre. Les sueurs, c'est un mécanisme réflexe du corps pour diminuer la température corporelle. C'est un peu indissociable, les deux. Le mécanisme qui explique la fièvre chez les patients qui ont un lymphome, c'est probablement pas celui-là dans la plupart des cas, c'est-à-dire que ça va probablement être
par les cellules tumorales ou par le micro-environnement tumoral, une production de molécules qu'on dit pyrogènes. Pyrogène, ça veut dire qui produit de la chaleur. Et ces molécules pyrogènes, en fait, vous les connaissez, c'est l'interleukine 1, c'est l'interleukine 6, et c'est le TNF-alpha. Et ce qui est drôle, c'est que le TNF-alpha, le nom, avant qu'on lui donne ce nom-là, c'était cachectine. Et là, on revient à nos signes B du début. La cachectine, c'est ce qui rend les patients tout maigres, et ils ont de la fièvre et ils ont des sueurs nocturnes. C'est les signes B de ces patients. Et donc ces molécules pyrogènes dont on a parlé, ce qui va se passer, c'est qu'elles vont circuler chez nos patients qui ont un lymphome, et elles vont agir au niveau de l'hypothalamus antérieur, induire une production de prostaglandine 2, et cette prostaglandine 2, elle va induire une élévation de la température corporelle. Et on comprend que, par ce mécanisme-là, il peut y avoir, chez certains patients, de la fièvre, et, par réflexe, des sueurs. Donc là, on a répondu à la première partie de la question, en tout cas on a essayé d'y apporter une part de réponse, mais ça ne nous explique pas pourquoi les sueurs, elles surviennent la nuit. Et c'est vrai que les patients, ils ne vont pas vous dire qu'ils doivent changer de vêtements pendant la journée parce qu'ils sont trempés de sueur, mais ils vont vous dire qu'ils vont se réveiller à 2 h du matin parce que les draps sont mouillés. C'est vraiment ces sueurs nocturnes qui sont associées à ces maladies. Alors pourquoi nocturnes ? Pour comprendre pourquoi nocturne, il faut aller chercher dans la physiologie des rythmes circadiens. Et les rythmes circadiens, c'est la variation au cours de la journée de différentes variables physiologiques. Et notamment la température corporelle, elle ne va pas être la même à midi, qu'elle ne va pas être la même à 16 h, elle va être différente à 20 h et encore à minuit. Et en fait, ce qui a été montré, et c'est conservé chez tous les gens chez tous les êtres humains, on va dire, en bonne santé, qui travaillent la journée, c'est que la température corporelle, elle est plus élevée pendant la journée que pendant la nuit. Et cette variation, elle est quand même de 1 degré à 1,5 degré. Le contrôle de ces variations, il est autonome, il est moléculaire et c'est largement hors du champ de cet exposé. Mais grâce au rythme circadien, on peut comprendre que, imaginez une petite sécrétion de molécules pyrogènes au cours de la journée, mais en fait, elle ne va jamais dépasser le seuil supérieur du thermostat sur lequel est réglée la température corporelle, puisque la température corporelle, à ce moment-là, elle est un peu plus haute. Au contraire, vous avez un peu d'IL6 ou d'IL1 ou TNF-alpha qui est sécrété pendant la nuit, et là, à ce moment-là, le thermostat, il n'est pas réglé sur 37, il est réglé sur 36, un peu plus bas peut-être. Et donc, à ce moment-là, le corps, il va comprendre que la température corporelle, elle est montée, qu'il faut mettre en jeu des mécanismes de régulation qui sont, comme on l'a vu avant, la sueur. Et donc ça, c'est une partie d'explication pour comprendre pourquoi les sueurs, elles surviennent surtout la nuit chez les patients. Donc au total, si on reprend la question initiale, qui était de quoi la fièvre nocturne est-elle le nom, et je l'ai un peu adapté en pourquoi est-ce qu'il y a de la fièvre et des sueurs nocturnes chez les patients atteints de lymphome, on comprend que c'est chez la majorité de ces patients une sécrétion des molécules pyrogènes comme l'IL1, l'IL6, le TNF-alpha, qui vont induire une augmentation de la température corporelle, et les sueurs surviennent surtout la nuit puisque c'est un mécanisme réflexe face à une augmentation de la température corporelle, et que le thermostat du corps, il n'est pas réglé à la même valeur à midi qu'à minuit, et donc votre patient, il va venir vous voir en vous disant « c'est la nuit que je me réveille trempé et que je dois changer les draps ».